assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGS. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officiellement. Au sommaire de cette édition, notre enquête sur un crime conjugal en Gironde. En janvier 2005, Annie Dulot est retrouvée assassinée dans son lit, une balle dans la tête. Alors là, j'ai gueulé, quoi. Enfin, j'étais quand même un peu en pleurs. Claude, son mari, prétend qu'il était à la chasse au moment du drame. Pourtant, les gendarmes le soupçonnent très vite. Pour moi, ça ne peut être que lui. Mais aucune preuve formelle ne vient confirmer que Claude a assassiné sa femme. Coupable ou innocent, que décideront les jurés? Verdict dans quelques minutes. Le portrait de la semaine, Antonio Ferrara dit Nino. À 4 h du matin, boum! Le roi des braqueurs sera jugé la semaine prochaine devant la cour d'assises de Paris pour l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire du grand banditisme. Fresnes explose, c'est la guerre autour de Fresnes. Comment un enfant sans histoire est-il devenu le roi des braqueurs? Histoire de star, les coulisses de Go Fast, le film événement. Il faut que ça te fasse mal au pec. Un acteur vedette, Roche Dizem. Autour de lui, les hommes du raid. Pour la première fois, la police nationale participe au tournage d'un film d'action. Je signale que mon arme est vide, genre engagé. Mais tout de suite, notre enquête en Gironde sur un crime conjugal. Cour d'assises de Bordeaux. Cet homme s'appelle Claude Dulot. Il risque 15 ans de prison. Il est accusé d'avoir tué sa femme. Je suis très angoissé à l'attente du verdict, quoi. Je sais que je suis innocent, mais la décision appartient au juré. Une décision importante qui sera prise ce soir. C'est pas le meilleur jour de ma vie. J'attends effectivement une réponse ferme pour qu'enfin je puisse continuer ma vie. Parce que depuis 3 ans et demi, je suis suspendue à ça, à maman, tous les jours, qui ne quitte pas ma tête depuis. Dans quelques heures, la cour va rendre son verdict. Retour en arrière. Le drame se noue ici, à Saint-Loubert, un petit village tranquille du Bordelais. C'est dans cette maison que vit le couple Dulot. Annie est gérante d'un bar. Claude, lui, est à la retraite. Annie et Claude forment un couple sans histoire. Le samedi 29 janvier 2005, comme tous les week-ends, Claude se rend à la chasse avec le frère d'Annie. Il quitte la maison à 8 h sans réveiller son épouse. Annie est endormie. À midi, Claude et son beau-frère rentrent à la maison. Les volets étaient tout fermés encore et tout. Alors bon, j'ai dit à Pierrot, tiens, qu'est-ce qui s'y passe? Annie est malade ou... Alors je rentre, j'appelle Annie assez fort, quoi. Et puis bon, bien sûr, pas de réponse. Je suis monté dans ma chambre, quoi, si vous voulez. Et là, en m'approchant du pied du lit, j'ai vu qu'elle avait le coup de fusil sur la nuque. Annie a été assassinée. Alors là, j'ai gueulé, quoi. Enfin, j'étais quand même un peu en pleurs. Une demi-heure plus tard, les gendarmes arrivent chez les Dulot. L'enquête commence. Les premiers éléments sont formels. Annie a été tuée pendant son sommeil. Son meurtrier a pris le fusil posé sur l'armoire. L'arme appartient à Annie. Le meurtrier charge. Il repose ensuite le fusil près du corps. Annie est tuée à bout portant d'une balle dans la tête. Sur la scène du crime, aucune empreinte, aucune trace ADN. Les médecins légistes font une première estimation. L'heure du crime se situerait entre minuit et 6 h du matin. Et la seule personne présente à ce moment-là, c'est son mari. Il est convoqué à la gendarmerie. J'ai passé 2 nuits en cellule, là, à Bazas.
Ils m'ont pris, puis ils m'ont amené au palais de justice ici, puis le juge m'a mis en détention provisoire, quoi. Et puis gradient. Pour homicide volontaire. Pour la justice, il s'agit d'un crime conjugal. Claude est immédiatement incarcéré. Du fond de sa cellule, il nie les faits qui lui sont reprochés. Sa fille le soutient. Moi, je suis convaincue de l'innocence de mon père. Depuis le début. Il fallait quand même savoir où se trouvait le fusil. Il fallait savoir prendre les cartouches qui allaient avec ce fusil. Il fallait savoir où tout ça se trouvait. Et il n'y a qu'une personne qui savait tout ça. C'est Claude Dulot. Claude Dulot est-il le meurtrier? Les gendarmes n'ont aucune preuve de sa culpabilité, aucun mobile non plus. Ils s'intéressent alors à la personnalité de l'accusé. Et ils enquêtent aussi sur la vie du couple. Claude rencontre Annie en 1995. Il a 54 ans, elle en a 51. Ils ont déjà de grands enfants de précédents mariages. Annie est une femme joyeuse et généreuse. Alors Annie, on l'a trouvée tout de suite très sympa parce que c'était des fous rires, raconter des histoires, la convivialité autour d'une bonne table toujours. C'était la personne qu'il fallait croiser quand on avait le cafard, quand on avait faim. Annie avait un caractère très fort et peut-être plus... Elle retournait plus vite à la dérision tout de suite. Voilà. Elle tournait beaucoup de choses en dérision, mais avec beaucoup de caractère. Comme mon père est plus soupolé, voilà, c'était plutôt tout de suite... il boudait. Voilà. Qu'Annie, c'était plus la dérision. Mais deux caractères très forts tous les deux. Malgré leur tempérament fort, Claude et Annie se sont trouvés. Vous me parliez que j'ai eu le coup de foudre. Oui, parce que... et puis elle aussi, d'ailleurs, elle était très gentille, très joviale. C'est vrai que tout ce qu'ils ont dit, les qualités qu'ils lui ont données, c'est vrai qu'elle avait toutes ces qualités. À cette époque, tout le monde s'accorde à dire qu'ils forment un couple uni. Je pense qu'ils étaient amoureux, les deux. Oui, ils étaient complices. Il y avait des moments de complicité, de fou rire, de choses comme ça. Ouais. Je voyais maman heureuse, épanouie. Je me disais qu'enfin, elle avait trouvé le bonheur auquel elle aspirait tant, après pas mal d'années difficiles pour elle. Donc j'étais contente pour maman, tout simplement. Après 4 années de vie commune, le couple décide de s'unir officiellement en 1999. Pour éviter d'éventuels problèmes de succession, ils signent un contrat en donation au dernier vivant, en cas de décès de l'un des conjoints. Je trouve très curieux que maman ait accepté, entre autres, de se donner au dernier vivant quand ils ont eu signé le contrat de mariage. Elle m'avait dit après, c'est Claude qui l'a voulu, il trouvait que c'était bien. Au même moment, ils deviennent propriétaires pour la première fois. Mais quelques mois plus tard, en 2001, le couple décide de revendre sa maison et se partage l'argent, 25 000 € chacun. C'est alors que tout bascule. Le comportement de Claude commence à changer. Je pense que c'était le début d'une mini-dépression qui après a empiré. Voilà. Je pense qu'il n'a pas supporté le fait déjà d'être à la retraite, de devenir un homme inactif. Pour lui, c'était synonyme de non-reconnaissance sociale. La société n'avait plus besoin de lui, donc en fait, il n'était plus que chez lui pour œuvrer au jardin ou à divers petits travaux que nécessite une vie courante, notamment quand on vit à la campagne. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est maman qui a fait les frais un petit peu de tout ça, de son mal-être à lui. Ça passait par des réprimandes, des engueulades auprès de maman, des insultes de plus en plus poussées, répétées. On a vu un homme aigri, irascible. Pour échapper à cette ambiance pesante, Annie prend la gérance du Cercle de la Concorde, un bar où elle travaille avec sa fille Véronique. Elle redevient une femme active et cela ne plaît guère à son mari. Parce que maman avait une vie sociale, elle se réépanouissait au sein d'un travail, elle voyait des gens, ça la sortait de chez elle. Et Claude Dulot considérait que pendant le temps qu'elle passait au cercle, elle n'était pas à la maison,
à travailler, ni même au jardin à travailler, parce que Claude Dulot imposait à maman un rythme très soutenu de travail. Il ne supportait pas l'inactivité, et encore moins chez sa femme. Au fil du temps, les relations entre Annie et Claude se dégradent. Les disputes sont de plus en plus fréquentes. C'est quelqu'un de violent dans ses paroles, dans ses gestes. Bien que je n'ai assisté qu'une fois à des gestes de violence envers maman, mais dans ses paroles, il n'y a plus aucun apaisement, il n'y a pas de sérénité. Il est vraiment très tendu et les relations s'en trouvent bien sûr affectées. Une fois, je me rappelle, lors d'un repas chez eux, où il avait encore agressé verbalement maman, avec des insultes innommables, je m'en étais un petit peu mêlée, en disant que je n'avais ras-le-bol d'entendre les insultes comme ça proférées auprès de ma mère. Il m'avait très mal répondu et maman m'avait demandé de ne pas insister, parce que je savais indéniablement, tout comme elle d'ailleurs, que ça allait lui retomber dessus une fois que nous aurions eu, nous, le dos tourné. Elle a toujours su encaisser, à force d'encaisser, elle a commencé à répondre. Ce qui était logique, elle avait le tempérament pour répondre et à taper du poing sur la table s'il le fallait. C'était pas une violente, mais de dire je ne veux pas me laisser faire. Et petit à petit, les histoires de sous étaient une histoire du quotidien. Je suis très nerveux et puis bon, c'est vrai que des fois j'ai des marocards de tour si vous voulez. Sale caractère, non, je n'ai pas sale caractère. Je ne sais pas si j'ai dit que j'avais sale caractère, je n'ai pas sale caractère. Je suis au contraire trop bon. Et j'ai souvent dit trop bon, trop con, ça je l'ai dit souvent. Ça c'est... Annie travaille tous les jours. Le couple se retrouve moins souvent. Claude est sous antidépresseurs, un traitement qui nuit à sa sexualité. J'étais fatigué assez facilement, quoi, si vous voulez. Bon, alors, au point de vue sexuel, les relations là n'étaient carrément plus, je ne dis pas inexistantes, mais enfin très peu, quoi, si vous voulez. Alors, bon, moi elle m'a dit plusieurs fois qu'elle allait s'en aller, que si, que là, bon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si elle avait voulu partir, je ne pouvais pas la retenir, de toute façon. Elle a émis le souhait de le quitter une première fois, en fin d'année 2003. Mais Claude Dulot a fait un malaise cardiaque et maman, qui a toujours eu une conscience exacerbée, s'est fait le devoir de rester auprès de son mari pour s'en occuper. Parce qu'encore une fois, maman volait au secours des gens dans la détresse. Et donc, auprès de son mari, qui je pense l'aimait toujours, hein, maman en tous les cas l'aimait toujours, elle est restée parce qu'il était dans la souffrance. Au moment du drame, le couple va très mal. Les enfants d'Annie suspectent tout de suite Claude. Et pour eux, c'est son intérêt pour l'argent qui l'aurait poussé à abattre son épouse. Dans le couple Dulot, c'est Claude qui gère les finances. Il paye tout en bon chef de famille. Il a aussi une procuration sur le compte courant d'Annie. Un an avant sa mort, il retire 1 800 €, sans en parler à sa femme. À cette époque, il s'intéresse également aux finances du cercle. Il veut s'occuper de la gestion du bar. Il fallait qu'il contrôle tout. Et moi, ça me mettait un petit peu hors de moi. Et j'ai trouvé un petit peu inconcevable qu'il arrive un petit peu comme pour relever les compteurs, on va dire vulgairement. C'était des démonstrations que cet homme voulait du pouvoir. Et quand on veut du pouvoir, on veut beaucoup. Claude est donc écarté du cercle. Mais pour les proches d'Annie, c'est leur contrat de mariage qui pose problème. Le contrat qui lie Claude et son épouse stipule que lors du décès d'un des conjoints, les biens reviennent au dernier vivant. Annie décédée, c'est donc Claude, l'unique bénéficiaire des biens patrimoniaux. L'argent, mais vous plaisantez ou quoi? Quel argent? 20 000 € elle avait. L'argument ou la motivation par l'argent, j'y crois pas une seule minute. Vraiment pas. Enfin, c'est pas possible, quoi. La piste de l'argent n'est pas pour autant écartée. Mais au même moment, les enquêteurs font une découverte étonnante. En vérifiant les communications téléphoniques de l'accusé, ils s'aperçoivent qu'une semaine avant la mort de sa femme, Claude Dulot a contacté une agence matrimoniale. Peut-être dans l'intention de refaire sa vie. J'avais téléphoné, je crois. J'avais préparé le dossier, mais je ne l'ai pas envoyé, quoi. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête pour faire ça, quoi. Je m'attendais à ce qu'elle parte, mais sans plus, quoi.
Un couple qui se défait, des intérêts financiers, des projets matrimoniaux. Mis bout à bout, ces éléments vont nourrir la thèse privilégiée par la justice, celle du crime conjugal. Une mécanique que les avocats de Claude Dulot veulent dénoncer devant les jurés. Je pense que l'on a construit de manière tout à fait artificielle un dossier qui est un dossier accablant, qui est un dossier à charge, et qui pour autant, en même temps qu'il est à charge, en même temps qu'il est accablant et qu'il pourrait être accablant, laisse entrevoir tous les manquements, toutes les défaillances d'une enquête qui s'acharne contre un seul homme, contre un homme parce qu'il fait partie de ces coupables faciles. Pour moi, on n'a pas étudié toutes les pistes, sérieusement. C'est un sentiment vraiment d'injustice, là. L'une des zones d'ombre serait la piste dite du 4x4 rouge. La veille du drame, 2 témoins auraient aperçu un homme d'une quarantaine d'années, brun, avec une moustache. Cet homme aurait quitté la maison des Dulot très contrarié, au volant d'une voiture rouge tout-terrain. Un portrait robot est diffusé 1 an et demi après les faits. Une piste qui n'aboutira nulle part. Il y a encore des zones à explorer, je pense. Voilà, des choses qui n'ont pas été explorées. Peut-être qu'il y avait des ennemis, peut-être qu'il y avait... Peut-être, voilà. On est encore dans les incertitudes, il y a plein de peut-être. On n'a pas trop cherché si dans une zone ou dans une époque ou une période de la vie de Madame Dulot, il n'y avait pas eu, je dirais, quelque part un aigri, quelque part un revanchard, quelque part un amant éconduit, quelque part quelqu'un qui avait souffert à un moment donné ou pas, en même temps ou à cause de Madame Dulot, et qui serait revenu se venger et qui aurait effectivement eu un compte à régler avec elle. Non, non, puisque tout a été focalisé sur Monsieur Dulot, donc empêchant toutes les autres pistes de pouvoir prospérer. Après plusieurs approximations, un dernier médecin légiste vient apporter une nouvelle précision sur l'heure de la mort. Celle-ci se situerait entre 4h et 7h du matin, avec une fourchette d'erreur de 2 heures. Annie aurait donc pu être tuée à 9h du matin. À cette heure-là, Claude est à la chasse, en compagnie de son beau-frère. Il serait donc innocent. C'est une enquête qui a été faite à charge. J'ai le sentiment que ça a été toujours dirigé sur papa, systématiquement. On n'a jamais élargi vers d'autres horizons. Ce 4x4, ces 3 rapports avec heures présumées complètement différents, où on conclut plus ou moins 2 heures, et où on dit de toute façon à l'état actuel ça ne sera jamais précis, où on ne tient pas compte peut-être de température, de phénomènes extérieurs. Au bout d'1 an, on fait un portrait robot, on ne sait pas qui était ce bonhomme qui, d'après les témoignages, est sorti très en colère. Cette voiture, c'est pareil, on ne l'a pas recherchée tout de suite, on a mis beaucoup de temps. Voilà, tout un tas de choses. Et on essaye de tout mélanger, de mettre les problèmes d'argent. De l'argent, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'argent, mais on dit que c'était que pour ça. Et cette enquête, voilà, qui tourne autour d'une et seule même personne, mon père, quoi. Tout le temps. Le dossier Dulot présentant trop de zones d'ombre, la justice décide de remettre Claude en liberté en juillet 2006, après 18 mois de détention. Aujourd'hui, il comparaît libre devant la cour d'assises de Bordeaux. Une journée cruciale. Dans quelques heures, il saura s'il est accusé ou non du meurtre de sa femme. Il est minuit, le verdict sera prononcé dans quelques minutes. Claude est nerveux, son avenir est en jeu. Bon, il y a même infime, il doit y avoir une chance. De toute façon, pour moi, c'est 50-50, quoi. Pour l'instant, je ne vous le cache pas, c'est comme ça. Bon, je sais que j'ai de bons avocats qui se démènent et qui font tout le possible pour m'en sortir, pour obtenir mon acquittement, mais je vous dis, je reste, ma position, c'est 50-50.
pour moi, ça ne peut être que lui. Ça ne peut pas être autre chose. Je n'en ai jamais douté. Effectivement, il n'y a pas de preuves. Mais pour moi, c'est l'œuvre de Machiavel en personne. Parce que je le qualifie de Machiavel. Ça a été bien orchestré. Et tous les éléments concordent pour que ce soit lui l'auteur du crime. Après 7 heures de délibération, les 9 jurés ont reconnu Claude Dulot coupable du meurtre de son épouse Annie. Il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Claude Dulot nie les faits qui lui sont reprochés. Il a décidé de faire appel. Tout de suite, histoire de star. Il faut que ça te fasse mal au pec. Un acteur, Roche Dizem, autour de lui, les hommes du raid. Pour la première fois, la police nationale participe au tournage d'un film d'action. Je signale que mon arme est vide, hein. J'ai engagé. Le portrait de la semaine, Antonio Ferrara, dit Nino. À 4 h du matin, boum! Le roi des braqueurs sera jugé la semaine prochaine devant la cour d'assises de Paris pour l'évasion la plus spectaculaire de l'histoire du grand banditisme. Fresnes explose, c'est la guerre autour de Fresnes. Prison de Fresnes, 12 mars 2003, 4 h du matin. Des images exceptionnelles tournées par une caméra amateur. Une quinzaine d'hommes fichés au grand banditisme attaquent la prison, une opération commando. À 4 h du matin, boum! Fresnes explose, c'est la guerre autour de Fresnes. Les truands attaquent à l'arme lourde, Kalachnikov et lance-roquettes. Objectif, faire évader cet homme. Antonio Ferrara, dit Nino, le roi des braqueurs. En 12 minutes, le commando réalise la plus extraordinaire évasion de l'histoire des prisons françaises. Déployer un commando armé pour faire extraire un détenu, là ça n'avait jamais été envisagé, on n'y pensait pas du tout, c'était surréaliste. Dans les secondes qui suivent, la police est sur les dents. Ferrara devient l'ennemi public numéro 1. Mais qui est Antonio Ferrara? Portrait d'un caïd avec ceux qui l'ont bien connu. Ses amis d'enfance, les surveillants qui l'ont gardé et les policiers qui l'ont rattrapé. Choisy-le-Roi. C'est dans cette barre HLM qu'a grandi Antonio Ferrara. Rachid Nekaz allait à l'école avec Emanuele, l'un des grands frères d'Antonio. Rachid a bien connu la famille Ferrara. La famille Ferrara est une famille, au-delà de l'actualité, très respectable. Que ce soit les parents ou les frères. Pour moi, il y a une différence extraordinaire entre le jeune homme très gentil, très respectable, très sympathique, et cette image un peu, j'aimerais dire, folklorique. Même son de cloche du côté des avocats de Ferrara. Pour eux, leurs clients n'auraient rien d'un homme dangereux. Je défends certainement pas un ennemi public numéro 1, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui a du sang sur les mains, c'est pas un Fourniret, vous voyez, c'est pas un Messrine. Antonio Ferrara, c'est un garçon intelligent, gentil, au contact facile, qui mérite pas de se voir conduit à l'enfermement à vie et de lui offrir un cercueil de béton, il mérite pas ça. Il est tout petit, mais tout maigrichon. Il n'a pas du tout l'étoffe d'un chef. Il vous reçoit toujours avec le sourire, avec des bonbons. En moins de 5 ans, Antonio Ferrara est pourtant devenu une figure emblématique du grand banditisme. Sa spécialité, les fourgons blindés, qu'il fait sauter avec des explosifs. Brendan Kemet est journaliste. Il est l'un de ceux qui connaissent le mieux Antonio Ferrara. Les policiers disent qu'il a gravi en quelques années des échelons que des truands mettent 30 ans à gravir. Ça a été fulgurant. Très vite, Ferrara laisse tomber le braquage de banque pour se spécialiser dans une activité plus lucrative. C'était le spécialiste français
de l'explosif pour faire un trou très propre dans les fourgons blindés. Selon la rumeur dans le milieu, il s'est entraîné dans des casses automobiles. Dans le milieu, Ferrara se rend indispensable en inventant une nouvelle technique redoutable d'efficacité. C'est lui qui aurait inventé la technique de la parabole, à savoir il collait une parabole, une antenne derrière l'explosif. Ça fait que l'explosif au contact du fourgon, au lieu d'exploser, de détonner à l'extérieur, il détonnait à l'intérieur. Dans les années 2000, les attaques de fourgons blindés se multiplient. Une bande de braqueurs sème la terreur chez les convoyeurs de fonds. Paris, Nanterre, Toulouse. Sur chaque coup, la police flaire la présence de Ferrara. Mais l'artificier présumé ne laisse aucune trace de son passage. Il n'y a à l'heure actuelle aucune preuve judiciaire, même aucun témoignage qui permette de dire que c'était lui l'artificier du milieu. Lui, il dit qu'il n'a jamais touché aux explosifs. Il dit même qu'il défie quiconque de prouver qu'il est un artificier. Et pour cause, sur 5 attaques de fourgons blindés portant toute la même signature, Ferrara n'est mise en cause que dans une seule, celle de Gentilly, en décembre 2000. Condamné à 11 ans de prison, il a fait appel. Mais Ferrara n'est pas seulement un artificier de génie. Il possède d'autres qualités très rares dans le milieu. Antonio Ferrara a sans doute explosé dans le milieu criminel par ses qualités d'intelligence, de charisme, de serviabilité et sans doute de loyauté. C'est quelqu'un dans ce milieu-là de très sérieux et de fiable, ce qui est très travailleur. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne s'épanche pas en garde à vue. Il a cette réputation d'être un mec réglo, comme ils disent. Pour toutes ces raisons, Antonio Ferrara serait devenu irremplaçable. Quand il finit par tomber en juillet 2002, c'est un coup dur pour tout le milieu, qui va devoir trouver une solution au plus vite. Je pense que la raison la plus plausible, c'est qu'il peut resservir, parce qu'il y a encore des tas de braquages à faire. Et que sans lui, ben le reste, il est un petit peu démuni. Donc il faut aller le chercher. Le chercher au fond de sa cellule. En mars 2003, Stéphane Barrault est surveillant à la prison de Fresnes. Il habite à 400 mètres de l'établissement. Réveillé par les explosions, il se précipite vers la prison. Il a accepté de revenir sur les lieux de l'attaque. Il y avait encore un pistolet mitrailleur qui était à terre, un pistolet automatique. Vraiment, on était en plein cauchemar puisque ça venait de se passer. Fresnes était réputé un établissement sécuritaire, imprenable. On n'avait jamais vu ça, une telle force déployée, lance-roquettes, fusils mitrailleurs. On a considéré ça comme une opération de guerre, ce qui a suscité évidemment beaucoup d'inquiétude chez le personnel de surveillance. Une opération qui se déroule selon un plan bien précis. 2 jours avant l'évasion, Ferrara sort d'un parloir avec l'un de ses avocats. Il refuse une fouille au corps, il le sait. Cela lui vaut une sanction immédiate. Il se retrouve dans une cellule du quartier disciplinaire. C'est le point faible de la prison. On aurait pu penser que ce quartier était beaucoup plus sécurisé. Il s'était révélé que c'était un des bâtiments les plus faciles à atteindre. Le bâtiment où se trouve Ferrara est situé à moins de 15 mètres du mur arrière de la prison. C'est là que le commando attaque. Premier objectif, neutraliser les Miradors 3 et 4, les plus proches de la cellule de Ferrara. Et là, les gros moyens, les moyens lourds sont mis en place. Tir de Kalachnikov sur les Miradors. Les Miradors, ils sont mitraillés. Pendant quelques minutes, c'est la guerre. Deuxième objectif, créer une brèche dans la porte arrière de la prison. Cette porte verte à laquelle le commando accède depuis la route. Un individu met un pain d'explosif, la fait exploser. Ils entrent dans la prison et au lance-roquettes, ils font péter la deuxième porte. Et tout ce groupe rentre à l'intérieur, tout en mitraillant toujours les Miradors. À l'intérieur de la prison, Ferrara a réussi à se procurer 500 grammes d'explosifs et un téléphone portable. Il fait sauter les barreaux de sa cellule, mais il en sort sonné. Ses complices à l'extérieur ont donné le top. Quand ils ont fait péter, Nino a fait péter à son tour sa cellule. Et le voilà dehors. Et les voilà tous en cavale après. Sur ce Mirador, 57 impacts de balles.
À l'intérieur, une surveillante, Dominique Prado. 2 balles traversent les vitres blindées. La jeune femme porte plainte pour tentative d'homicide. Donc elle s'est vue mourir. Elle se serait mise à la fenêtre pour tirer. Elle était plus là pour en parler. Par miracle, il n'y aura aucun blessé. Mais dans leur fuite, Ferrara et ses complices vont commettre une erreur fatale. Il est donc sorti par la fenêtre pour rejoindre la cour, tellement sonné qu'il va d'ailleurs en oublier le téléphone portable qui lui avait également été laissé. Et sur le portable de Ferrara, les policiers trouvent un message. Une conversation entre les membres du commando en cavale, dans leur voiture, avec Antonio. Le membre du commando qui avait le téléphone devait l'avoir mis vraisemblablement dans sa poche arrière. Et il lui arrive ce qui nous est tous arrivé un jour, c'est-à-dire que le clavier n'est pas verrouillé et donc en s'asseyant, ça fait rappel automatique sur le dernier numéro qui est celui de Ferrara. C'est toute l'ironie de cette opération qu'on n'avait jamais vue, c'est qu'elle va se heurter à un petit problème du quotidien qu'on rencontre tous et ça va donner des biscuits aux enquêteurs pour remonter sur certains membres présumés du commando. Antonio Ferrara devient l'un des hommes les plus recherchés de France. Pourtant, il ne quitte pas l'Hexagone. Et sa cavale ne va durer que 4 mois. Pierrot est un ancien braqueur. Son palmarès, 32 ans de prison, 3 tentatives d'évasion. La cavale, il connaît bien. Il nous explique pourquoi Ferrara n'a pas quitté la France. Il faut comprendre un truc, quand on est en cavale, bon, les gens qui ne connaissent pas, ils disent « ouais, mais il n'a qu'à partir à Tokyo ou à Bangkok ou je ne sais pas où ». Non mais attends, quand tu vas là-bas, tu n'as plus tes marques, tu as quand même des avantages étant territoire connu, hein, parce que tu as tes repères. Les flics, tu les connais, les gens, tu les connais. Tu arrives dans un bar, s'il y a une tête inconnue, bon, tu te méfies. Que si tu es à un endroit que tu ne connais pas, tu sais pas ce qui se passe. Cela aurait été le mieux qu'il aurait pu faire, c'est de partir très loin. Apparemment, il est très attaché à son quartier. L'erreur fatale de Ferrara, c'est qu'il est incapable de rompre avec son milieu. Il est dans les boîtes de nuit, il fait la fête sur la côte, il est absolument pas discret. Et surtout, il finit par revenir à Paris, où il est attendu de pied ferme. Ferrara se planque à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Mais régulièrement, il revient à Paris. Les raisons pour lesquelles il a refleuri en région parisienne, on a toujours pensé que c'était pour remonter au braquage. Peut-être qu'il s'agissait plutôt d'organiser d'autres attaques de fourgons blindés et que ses complices puissent un peu rentrer dans leur fond à cette occasion-là. Depuis son évasion, Ferrara aurait une dette vis-à-vis du commando. S'il revient à Paris, c'est peut-être pour rembourser ses amis. Ce qui est sûr, c'est qu'en remontant sur la capitale, il se jette dans la gueule du loup. Juillet 2003. Des écoutes téléphoniques permettent à la police de le retrouver. Francis Nebo fait partie de l'équipe qui arrête Ferrara ce jour-là. Il a eu la baraka jusqu'au jour où là, la baraka a changé de côté. Elle a été du côté des policiers. La filature commence en début d'après-midi. C'est devant ce bar du 12e arrondissement que la moto du braqueur est repérée. Les filets de la police se resserrent. Et là, le dispositif de policiers se met en place. Et on constate que Nino, il est dans le bar avec ses copains. À l'extérieur du bar, 20 policiers sont en position. Une douzaine prend d'assaut l'établissement. Nino se trouvait là, par là, avec ces 2 individus. Et là, il a essayé de s'en aller, de s'enfuir, forcément. C'est dans ses gènes, la fuite, à Nino. Et heureusement pour nous, il n'a pas pu s'enfuir. Après l'interpellation, tout le monde se décontracte, la tension diminue. Quand on fait des photos anthropométriques, eh ben Nino, il nous sourit tout le temps. C'est comme ça, on l'a interpellé, il n'a pas eu de chance. Il nous dit toujours, j'arriverai à repartir, j'arriverai à m'enfuir. Et nous, on dit, on espère que c'est la dernière fois. Tu nous as fait assez courir, c'est bien. Pour cette tentative d'évasion, Ferrara va comparaître devant les assises dans 5 jours. Il sera jugé avec ses complices présumés. Le procès devra élucider un point crucial. Comment 500 grammes d'explosifs et un téléphone portable sont-ils arrivés dans sa cellule?
l'accusé refuse de donner la moindre explication. Lui ne met en cause absolument personne. Il a donné une version qui a fait rire le juge d'instruction. C'est un pigeon voyageur qui lui a amené par sa fenêtre. Explication possible, celle d'une complicité entre Ferrara et un surveillant de prison. C'est l'hypothèse que privilégie la justice. Pour Pierrot, cela n'a rien d'étonnant. Oh bah, téléphone portable, il y en a plus qu'ici en prison, des téléphones portables. C'est les bâtons qui les rentrent avec de l'argent, ils vous rentrent un téléphone portable. On peut imaginer que ce soit le cas? Oh bah oui, bien sûr, c'est évident. Si celui qui est chargé de vous fouiller, il fait semblant de rien voir, bon, c'est ça, c'est tout simplement ça. Ça arrive souvent? Oui. Oh oui. Non mais tout s'achète, hein. Tout s'achète. Dernier point crucial du procès, Ferrara et ses complices ont-ils eu l'intention de tuer la surveillante ce jour-là? Je crois que le but dans ce genre d'opération n'est pas de tuer un surveillant, mais tous les moyens sont bons. Et en fait, quand des obstacles se dressent devant ce type de commando, ils doivent être éliminés. Mais je ne pense pas que l'idée est de tuer au départ. L'idée est de neutraliser les surveillants. Ce sont des gens très pragmatiques. Ils savent déjà qu'ils risquent gros en s'attaquant à une prison et en faisant évader un de leurs proches. Aller se coller un homicide volontaire en prime, c'est perpète assuré. Inculpé pour complicité de tentative d'assassinat, Antonio Ferrara risque la perpétuité. La justice considère qu'il est le cerveau de sa propre évasion. Ses avocats devront prouver le contraire. Prise de position, sortie d'armes, bam! Le premier, lui, il va s'écarter. L'homme aux lunettes est un acteur, il s'appelle Roche Dizem. Il faut que ça te fasse mal au pec. Tous les autres sont de vrais flics, avec de vraies armes. Allez, c'est pas une promenade de santé. Le comédien s'est entraîné 1 mois avec la police pour les besoins d'un tournage. Go fast. Le sergent engagé. Pour la première fois, la police nationale ouvre ses locaux, fournit des formateurs et même des figurants pour un film de cinéma. Benoît a été mon chef instructeur pendant la formation que j'ai subie pour les besoins du film Go Fast, où j'interprète un policier infiltré. Et j'avais besoin donc d'acquérir certaines théories et techniques. Et en ça, la situation est là. On a travaillé les montages, démontages d'armes, des parcours physiques, des tirs, les différentes situations qui pouvaient l'amener à comprendre aussi la difficulté d'être efficace avec une arme. Une collaboration plutôt détendue. On vous a préparé un petit diplôme, voilà, qu'on va vous remettre, que je vais signer d'ailleurs, et que les formateurs vont signer. Ça vous fera un souvenir de votre passage au Centre national de tir. Donc voilà. Comme vous avez l'habitude d'être armé donc, pendant 3 jours, donc je vous laisse un petit souvenir, un 20-22 en porte-clés là. Ouais. J'aurais pas de souci avec. Pas d'index sur la queue d'éteinte surtout. Hein. Voilà. Je signale que mon arme est vide, hein. Sergent engagé. Go Fast, c'est l'histoire d'un flic en guerre contre le trafic de drogue. S'ils font les deux là. Une histoire inspirée de faits réels. Go Fast en anglais, fonce. Le principe est simple, remonter la drogue du Maroc jusqu'en France à plus de 200 km/h dans des voitures de luxe. Pourquoi 200 km/h? Tout simplement pour dissuader la police de tenter la moindre interpellation, beaucoup trop dangereuse à cette vitesse. L'idée de porter cette pratique à l'écran, on la doit à un flic de haut vol, Jean-Marc Souvira. Donc l'idée, c'était de raconter une histoire dans laquelle moi je t'attachais à montrer 2 choses. La première, c'est la modernité des services de police judiciaire engagés dans tous les trafics. Et très rapidement, c'est dégager les Go Fast. Les Go Fast parce que c'est extrêmement moderne. C'est un phénomène qui est nouveau, qui a quelques années. L'appellation est de l'Office des stupes, qui a appelé Go Fast. C'est vraiment une appellation maison, entre guillemets.
L'idée séduit un producteur qui décide de la porter à l'écran. Mais pour que le film colle au plus près de la réalité, ce sont de vrais policiers qui jouent les scènes d'action. J'arrive ici, j'engage. Ouais. Voilà. Boum, boum, boum. Tout de suite après, enfin, même quand tu tires, moi je me décale sur le vélo. Je le prends sous un autre angle. Les hommes autour de Roche Dizem sont de vrais membres du RAID. Souvent, les policiers reprochent aux fictions, au cinéma, aux séries de ne pas être crédibles, de les mettre en scène dans des situations qui ne sont pas réalistes, de leur faire des choses que nous ne ferions jamais parce que ce ne sont pas des gestes techniques tels qu'ils sont enseignés dans la police. Aussi, il nous paraissait intéressant de pouvoir apporter notre expertise, notre conseil technique à ce film. Ne pas intervenir dans la fiction, bien sûr, mais donner de l'action policière une image qui soit la plus proche possible de la réalité. C'est des gens qui s'intéressent aussi au cinéma, donc le fait que nous on s'intéresse à eux pour faire un film plus crédible, je dirais, forcément il y a un échange de bons procédés et du coup il y a une admiration réciproque. Un film avec de vrais flics, mais aussi avec de vrais truands. Le réalisateur s'est attaché les conseils d'anciens membres du grand banditisme. Bruno est un ancien conducteur de GoFast. Pour 10 000 € la course, il a parcouru des milliers de kilomètres à tombeau ouvert et transporté des tonnes de stupéfiants. Moi, des remontées faciles, j'en ai jamais eu. Que ça finisse en fusillade ou que ça se passe, on va dire, à peu près propre, elle est jamais facile, la remontée. C'est très violent. C'est-à-dire que pour les interpellations, c'est vraiment extrêmement dangereux. Dangereux pour les policiers, mais aussi pour les familles qui roulent sur l'autoroute à ce moment-là. C'est souvent pour ne pas provoquer un carnage que les policiers laissent filer les GoFast. En 2007, 22 GoFast ont été arrêtés et 5 tonnes de cannabis saisies. On estime que ces 22 chargements ne représentent que 5% de la totalité des GoFast qui ont remonté l'autoroute l'an dernier. On livre en France ce soir. Le téléphone. Arrête-toi! Du frein! La semaine prochaine, dans Fait divers le Mag, les amants diaboliques. Béatrice et Jean-Claude sont accusés d'avoir assassiné le mari de Béatrice. Je suis un diable. Je suis jugé comme ça. Je suis présenté comme ça devant tout le monde. Roubaix, dans le nord de la France. La brigade des stupes contre les trafiquants de drogue. Un réseau démantelé, une enquête au long cours. C'est qui ça? Tu connais pas non plus? Ok. Des dealers qui sont encore des enfants. T'as quelque chose à changer à tes premières déclarations ce matin ou pas? Non? Bon. Stop.